enregistré. Bon, alors voilà, je vous présente donc Monsieur Wael Garnaoui. C'est comme ça que ça se prononce, Garnaoui? Oui, c'est ça. Oui, El Garnewi. El Garnaoui aussi, El Garnewi, ouais. oui. Alors donc Monsieur Garnaoui est docteur en psychanalyse et, et psychopathologie de l'Université de Paris. Il est psychologue clinicien. Il a un master en sciences politiques également de l'Université Paris-Dauphine. Il est actuellement maître assistant en psychologie à l'Université de Sousse et, euh, last but not least, il est fondateur du Border Studies Research Group au Centre d'anthropologie de Sousse. Il a fondé ça en 2021. Et dans ce centre de recherche, il mène des recherches sur les politiques migratoires, les processus de frontiérisation et leurs impacts sur les subjectivités politiques des populations du Sud global, notamment dans le contexte tunisien. Ces recherches croisent la psychanalyse, la sociologie de la santé, l'anthropologie et les études postcoloniales. Il est l'auteur de plusieurs articles sur le thème des frontières. Il est également l'auteur du livre Harga ou Harga, hein, c'est ça? Harga, oui. Mhm. Et Harqa. Harga. ça veut dire la brûlure ou bien Oui, en fait, le Harga, c'est l'acte de traverser les frontières clandestinement. Ça veut dire, ça vient du verbe brûler. Ça veut ok, dire brûler les frontières, griller les frontières. Donc, on en parlera, ça, c'est le cœur de sujet aussi. d'accord. Donc le livre s'intitule Harga et désir d'Occident aux éditions de Nirvana. Euh, voilà, bon, on peut peut-être commencer. Donc, à vous la parole, Monsieur Galnaoui. Ça nous fait Donc, plaisir de vous avoir. Hein. merci beaucoup, Monsieur Jbeli, pour la présentation et merci à toute l'équipe qui organise cette rencontre et notamment à mon ami Arbi Nafet. Et je vois aussi ici Nazia, que je connais, ma collègue. Donc, voilà, je vais parler aujourd'hui des effets psychiques des frontières et de la migration, dans une approche pluridisciplinaire qui articule psychanalyse, anthropologie, études coloniales, mais aussi sociologie, médecine et tout. En fait, c'est un point de vue global de la, du parcours des migrants clandestins en général. Bon, c'est la perspective. Vous êtes à Montréal, je suis actuellement à Tunis, notamment dans un hôtel parce que j'étais au séminaire le matin et là, je suis dans un bureau pour travailler à Tunis, à l'hôtel Africa à Tunis. Donc moi, je vais un peu parler peut-être pour qu'on rapproche un peu l'espace et les frontières, en fait, parce que vous êtes de l'autre côté. Moi, j'ai vécu aussi un peu à Montréal. OK. Donc, pendant 4 ans, j'étais invité pendant pas 4 ans, pendant 4 mois. J'étais invité au Centre de recherche et d'études internationales à l'Université de Montréal, au Cerium. OK. Et j'ai travaillé un peu avec aussi dans le centre que j'ai oublié son nom, géré par docteur Cécile Rousseau. Je pense que vous Oui, connaissez un peu les psychiatres, ethnopsychiatres. oui, oui, oui. Donc, Hmm. j'ai oublié le nom du centre et j'ai présenté pas mal de fois mon travail là-bas. Et elle était la présidente du jury de ma thèse aussi. Euh,
Donc, j'ai vécu un peu à Montréal. C'était intéressante l'expérience que j'ai eue parce que même là-bas, au Canada, quand tu fais une recherche sur Google, tu as d'autres références qu'en France. Donc, le moteur de recherche, il te ramène un autre savoir un peu différent. Et du coup, j'ai découvert beaucoup de recherches des Canadiens sur la migration et tout, sur les États-Unis, sur l'Amérique latine, etc. Donc, c'était vraiment une autre perspective. Et surtout dans ma recherche aussi, j'ai travaillé un peu sur, je reviendrai après sur la question de radicalisation et de processus de radicalisation sur le terrorisme un peu et la perspective ou le traitement de cette question au Canada, elle est différente de la France où j'ai vécu pendant 9 ans. Donc voilà, un peu pour se mettre un peu dans le contexte. Donc je reviens un peu, je parle un peu de mon parcours parce que le savoir que j'ai appris ou que je vais vous transmettre, il est aussi lié à mon expérience personnelle. Donc, c'est un savoir situé, en fait, dans mon expérience, dans le contexte où j'ai vécu, où j'ai étudié, où j'ai fait des entretiens. Euh, Moi, je propose qu'on fasse, en fait, vous pouvez me poser des questions quand vous voulez. Parce qu'en distanciel, c'est un peu lourd que je vais parler tout seul. Donc, donc, à un moment donné, quand vous voulez me poser des questions, je veux pas parler 1 heure tout seul comme ça. Donc, n'hésitez pas vraiment à me demander. D'accord. Donc, moi, mon premier contact, donc je suis né en Tunisie, je suis tunisien et je suis en Tunisie maintenant. Et j'ai fait des études en psychologie à l'université 9 avril, donc entre 2007 et 2013. Et donc, j'ai fait des études de psychologie. Et mon premier contact avec la migration, c'était en 2011 en mars 2011, après la révolution tunisienne. Donc, je ne sais pas si vous êtes au courant de ce qui se passe ici ou en fait de la situation politique avant. Et donc, je vais introduire un peu. Donc, voilà, la Tunisie a connu une révolution contre la dictature qui a commencé le 17 décembre 2010 et qui a fini par la fuite de président Ben Ali. Suite à cela, il y avait des mouvements sociaux qui ont déclenché dans l'Afrique du Nord, au Maroc, 20 février, en Algérie, après en Libye, en Égypte, jusqu'à la révolution syrienne qui est devenue une guerre civile et qui a fini par, voilà, comme elle est maintenant. Et soudainement, la Tunisie n'était jamais un pays d'accueil des migrants ou des réfugiés ou n'était pas un pays de destination pour des migrants. Donc, et soudainement, on s'est trouvé face à centaines de milliers de personnes, migrants, au sud de la Tunisie qui fouillaient la révolution libyenne qui est devenue une guerre civile aussi, donc qui fouillait les menaces de la Libye, parce que la Libye à l'époque c'était une destination pour les autres pays africains subsahariens ou l'Afrique centrale, donc c'était vraiment un pays riche, un pays pétrolier où il y avait du travail et il n'y avait pas beaucoup d'habitants en Libye, 6 millions de personnes, donc il y avait une grande demande de main-d'œuvre. Même les Tunisiens, les Algériens, ils partaient travailler là-bas pour gagner de l'argent. En fait, ils partaient en Europe ou ils partaient en Libye. Donc, tout d'un coup, en Tunisie, après la révolution libyenne, et presque 100 000 personnes réfugiées, migrants au sud de la Tunisie, sur les frontières avec la Libye, qu'on a reçues avec donc, il y avait des ONG et c'était aussi une ambiance de révolution. Donc, le mot d'ordre du président de l'époque, Béjirat Sebsi, c'était, voilà, il faut accueillir ces gens, c'est vos frères africains, etc. Ils ont vécu, ils vivent la guerre, etc. Donc, il faut vraiment l'accueillir. Donc, toute la Tunisie a débarqué avec des aides, En fait, c'était le premier élan de solidarité en Tunisie avec des étrangers, on va dire. Donc, toute la Tunisie a débarqué de toute orientation politique, de gauche vers les islamistes, des salafistes, des ONG, l'OIM, l'Organisation internationale de migration, etc. Donc, toute la Tunisie a débarqué au sud de de Tunisie, sur les frontières avec la Libye, pour accueillir ces migrants. Et moi-même, j'étais
recruté avec, à l'époque, le Fonds des Nations Unies pour la population en tant que psychologue pour faire l'accueil des psychosocial des migrants ou des réfugiés qui venaient de la Libye. Donc, c'était vraiment, moi, j'étais jeune, hein, j'étais même pas psychologue à l'époque, j'étais étudiant en troisième année, mais donc, vu qu'il y a un manque de psychologues hommes, femmes et hommes, mais plus hommes en Tunisie, donc ils avaient besoin de moi parce qu'on était une dizaine de psychologues, deux hommes et huit femmes, donc vu le travail dans les centres en fait, dans le contexte humanitaire, dans le désert et tout, il y avait ce besoin de psychologues, donc de sexe masculin. Et, et donc, c'était ma première expérience là-bas. C'était le travail, c'était, voilà, vous êtes en Tunisie parce que les gens, ils sont traumatisés, ils couraient, ils arrivaient jusqu'à la frontière. Et il y avait des gens qui ont perdu leur famille, que leur argent, ils étaient volés. En fait, plusieurs types de traumas et d'agressions, de viols, etc. Et quand ils arrivent en Tunisie, eux, les migrants, ils connaissaient la Tunisie. C'est la première fois qu'ils venaient. Il y a ceux qui pensaient que c'est la même chose. Donc peut-être qu'elle sera la même chose, qu'on trouvera les mêmes situations difficiles parce qu'en fait, il y avait deux clans à l'époque en Libye, les pro-Kadhafi et les autres, et les opposants, et qui obligeaient les migrants à s'engager avec eux pour participer à la guerre, en fait, contre l'autre clan. Excusez-moi. Donc, quand il arrivait en Tunisie, nous, on les rassure, on dit, voilà, ici, vous êtes en sécurité, c'était vraiment le travail de psychologue dans un cadre humanitaire, urgence, dans un cadre d'urgence. Voilà, c'est la Tunisie ici, ne vous inquiétez pas, vous êtes en sécurité. Ici, c'est pas la Libye, c'est différent, vous allez avoir une tente pour dormir, etc. Donc, les gens, ils étaient rassurés. Et j'ai travaillé pendant presque un mois ou 3 semaines là-bas. Et c'était mon premier contact avec le monde de la migration, des frontières, des réfugiés, de la guerre, etc. Donc, à partir de cette expérience, j'ai commencé à travailler sur ce sujet, à m'intéresser. Et une fois, on a organisé un séminaire à l'université de Tunis des sciences humaines sur la question des migrants et tout. Et après, on était invité pour une conférence de presse. Je vous raconte comment les choses se sont en fait enchaînées. Je pense que c'est important. Comme ça, vous arrivez à imaginer ou à suivre voilà ce que je veux dire. Et donc, on a parlé dans une conférence de presse à Tunis de la révolution migration-réfugiés. Une collègue à moi, elle est intervenue. Tout d'un coup, il y a des femmes, beaucoup de femmes qui sont venues vers elle, tunisiennes, pour demander de l'aide. Docteur, docteur, nous, on n'arrive pas à dormir, nous sommes souffrants, nos enfants sont disparus et on n'a aucune information. Donc, c'était les mamans des migrants clandestins tunisiens disparus dans la mer. En fait, pendant la Révolution, il y avait, en fait, avant la Révolution, en fait, la Tunisie est juste en face de l'Italie. C'est Tunis, Rome, c'est 1 heure en avion. Il y a l'île de Lampedusa qui est à côté de la Tunisie, entre la Tunisie et la Sicile, qui est proche 60 kilomètres ou 70 kilomètres à l'Italie. Et avant les années 95, les Tunisiens, ils partaient sans visa en Europe. Donc, il y avait une certaine liberté de circulation, de mobilité entre les Tunisiens ou les Libyens ou les Algériens aussi, ou les Marocains et l'Europe. Donc, on pouvait partir sans avoir besoin de visa. Avec un passeport tunisien, tu peux aller en Italie, comme les Européens partaient en Tunisie maintenant, ou au Maroc, pas l'Algérie. Euh, donc, en 1995, il y avait un phénomène qui est apparu, donc, c'était lié aussi à la création de l'espace Schengen, parce qu'avant, il n'y avait pas l'espace Schengen. L'espace Schengen a commencé les procédures de création de l'espace Schengen
L'espace Schengen, c'est l'espace européen de mobilité interne européenne. Donc, une vingtaine de, une dizaine de pays européens qui se sont réunis, qui ont dit, voilà, nous, on va créer des frontières autour de nous, des frontières externes, et on va ouvrir les frontières internes. Et avant, ces frontières externes, c'était face à l'Union soviétique. Donc, c'était le mur de Berlin. Donc, et le débat autour de la question des frontières avant 1989, c'était, on va, en fait, après la chute du mur de Berlin et la disparition de l'Union soviétique ou de le bloc communiste, on va avoir un monde sans frontières, il y aura la mobilité dans le système capitaliste, etc. Et tout d'un coup, il y avait le chute du mur de Berlin en 1989, Ouais. oui, 1989. Et, et juste quelques années après, il y a une émergence des nouvelles frontières qui est l'espace Schengen. Donc, l'espace Schengen, il a imposé un visa d'entrée pour les Nord-Africains et plusieurs pays africains, presque toute l'Afrique. Donc, les frontières, ils ont changé qu'ils étaient face au bloc communiste, ils ont pris la place du sud de la Méditerranée. Donc la Méditerranée en soi, elle est devenue des frontières interdites face aux Nord-Africains, aux musulmans, à une autre catégorie qui est devenue l'ennemi de l'Europe, quoi. Donc avant, c'était les communistes. Maintenant, non, la menace, ça vient ici de djihad, de je sais pas quoi, des migrants clandestins, etc. Et comme j'ai dit tout à l'heure, avant ça, il y avait une mobilité. Les Tunisiens partaient en Italie quand ils voulaient, l'été, en fait, des vacances, même le devise, il n'y avait pas un décalage comme maintenant, en fait, donc, de change d'argent. Donc, vraiment, il y avait une culture millénaire, en fait, qui existe depuis longtemps entre le sud de la Méditerranée et le nord de la Méditerranée, des mariages communs, les Italiens qui sont installés en Tunisie, en Algérie, en Libye, en Maroc, même avant la colonisation, hein. Je parle avant la colonisation parce que la colonisation française, quand elle est venue, elle a créé cette division entre les Arabes et les autres, en fait, en termes de mobilité. Elle a immobilisé la relation entre les Italiens et les Tunisiens, en fait. Donc, en 1995, l'espace Schengen s'est constitué et ils ont imposé un visa pour tous ceux qui viennent de l'Afrique, en fait, de la rive sud de la Méditerranée ou de l'Afrique du Nord. Et là, on a commencé à voir le phénomène de la migration illégale ou clandestine. Donc, avant, il n'y avait pas de migration clandestine, il n'y avait pas des flux migratoires, des gens qui partaient en Europe clandestinement, qui se sont fait à mourir pour partir en Europe. Donc, l'émergence de l'espace Schengen, elle a participé à la création, à l'apparition d'un phénomène qui est la migration clandestine, que nous, on appelle en Tunisie ou en Algérie, au Maroc. Au Maroc, ils disent l'harig, en Tunisie, ils disent l'harqa ou l'harga, en Algérie aussi. Donc, l'harqa, ça veut dire la migration clandestine des migrants nord-africains ou maghrébins vers l'Europe. Bon, l'Europe du Sud, donc Italie, Espagne et France. Et ça veut dire que les gens, les personnes, les migrants, quand ils arrivent au début de ce phénomène en 1995, quand ils arrivent là-bas, ils brûlent leur identité et leurs papiers pour qu'ils ne seront pas identifiés par la police et du coup expulsés vers leur pays. Parce que quand l'État d'accueil, quand le pays d'accueil, il connaît qui tu es, ton identité, il peut t'envoyer dans le vol de retour, en fait, directement. Le premier vol de retour, tu signes un papier où il te force même, parce que c'est sûr. Si t'es pas identifié, le pays d'accueil, il doit envoyer une demande où doit prendre l'empreinte et il l'envoie à ton pays pour qu'il vérifie ton identité. Et si tu es tunisien, il t'envoie en Tunisie. Si tu es algérien, tu es expulsé à ton pays d'origine. Donc là, c'est vraiment, ça a commencé le phénomène de la harga, de la migration clandestine ou illégale ou irrégulière. Moi, je l'appelle la harga comme les haragas l'appellent. Donc les haragas,
Voilà, ça, je vais l'expliquer et je vais l'utiliser après. Donc, les haragas, ce sont les personnes qui traversent les frontières clandestinement. Ça veut dire qu'ils ne respectent pas des lois qui sont pas logiques pour eux. Parce qu'en fait, la loi, elle est venue après le phénomène. Donc, c'est pas les gens partaient avant. Quand la loi est imposée, les gens continuaient à partir, en fait. Donc, sans respecter cette loi de répression de leur mobilité. Parce qu'il y a ceux qui ont leurs membres de famille en Europe, il y a des personnes qui travaillaient, qui faisaient des allers-retours, et la loi, elle a empêché ces personnes de continuer à vivre naturellement, en fait, dans leur espace de vie et de mobilité. Euh, donc, je reviens là à la conférence de presse pour... non, je vais continuer. Donc, la harga, après les années 2000, elle est devenue un phénomène énorme, en fait. Beaucoup de jeunes, beaucoup des flux migratoires, de beaucoup des jeunes partent. Et elle a pris aussi une autre signification. La harga est devenue un acte de transgression. C'est pas juste un acte de partir de l'autre côté de la Méditerranée ou de brûler les papiers. La harga, ça veut dire comme si quelqu'un, nous en Tunisie, on utilise il ne respecte pas le feu dans la route quand il conduit. En fait, on dit quelqu'un, il a grillé le feu. Haraq. Ça veut dire il a brûlé le feu. En fait, il n'a pas respecté le feu rouge quand il doit s'arrêter. Ça veut dire que pour lui, il n'est pas très logique d'attendre s'il n'y a pas des voitures qui traversent la rue. Donc voilà, c'est comme une sorte de créativité humaine de ne pas respecter quelque chose qui est très rigide et très occidental et très... Donc le harga, ou par exemple si on doit traverser un chemin mais il y a une piste à côté, on dit quelqu'un il est harag. Donc ça veut dire il a pris un autre chemin. Donc donc, ce phénomène est devenu un acte de transgression. C'est plus qu'un brûler les papiers, c'est vraiment quelqu'un qui a envie d'aller dans un endroit, il peut pas, il peut créer des raccourcis pour aller vite, ça veut dire il a grillé les frontières, il a harra. Donc les haragas, ce sont les brûleurs des frontières, les traverseurs des frontières illégalement ou clandestinement. Donc, entre les années 2000 et 2010, on a des repères de temps. Donc, 2000-2010, euh, le phénomène a fait beaucoup de bruit dans l'Europe. Il y avait beaucoup des morts, des bateaux qui noyaient dans la Méditerranée, des Marocains, des Algériens, des Tunisiens, des Égyptiens. Et chaque fois, il y a des restrictions de frontières ou des restrictions des visas plus que les gens partent en Europe clandestinement. Donc ça, c'est intéressant. On va revenir sur cette question, sur d'autres catégories aussi, parce que la restriction des frontières, elle ne touche pas que les haragas, qui sont des personnes précaires. Maintenant, c'est pas que les précaires qui traversent clandestinement, même la classe moyenne, des étudiants, des gens qui ont des emplois et tout. Mais on reviendra sur les raisons après. Donc, l'idée de l'Union européenne, il y avait ce qu'on appelle le projet d'externalisation des frontières. Donc, l'Europe, elle avait comme but, parce qu'il y avait des scandales qui sont passés au sud de l'Italie, des morts, beaucoup d'émigrants qui étaient arrêtés, qui sont arrêtés dans les centres de rétention. On a vu ça après aussi, ça va beaucoup amplifié pendant la révolution syrienne et avec les flux migratoires énormes qui arrivent au sud de l'Italie, les scandales, le non-respect de droits de l'homme, etc., le non-accueil de ces migrants en Europe. Donc, ça crée des scandales. Et l'idée de l'Europe, c'était l'objectif d'externaliser les frontières, les politiques d'externalisation des frontières. Ça veut dire quoi, externaliser? Ça veut dire pousser les frontières européennes vers des pays tiers. Ça veut dire, au lieu de construire des centres de rétention au sud de l'Italie et en France, à Vincennes ou à Marseille ou en Île-de-France, au lieu d'accueillir les migrants et de les arrêter et de faire les identifications au sud de l'Italie, à Lampedusa,
Parce que Lampedusa, c'est le lieu le plus proche de la Tunisie, en fait. Les migrants clandestins tunisiens, quand ils arrivent à Lampedusa, c'est bon. Après, ils peuvent prendre un bateau ou un avion pour aller en Italie sans avoir besoin de visa, ou ils peuvent faire une demande d'asile politique, ce qui était possible avant. Donc, l'Italie, elle a mis comme objectif en décembre 2010, elle a réalisé un objectif, elle a atteint son objectif de recevoir zéro immigré à Lampedusa. Vraiment, parce que c'est des réflexions que j'ai fait pendant la thèse pour montrer l'impact de la répression de la mobilité sur le passage à l'acte aussi migratoire. Donc, zéro immigré en décembre, juste 2 semaines avant la révolution tunisienne, il y avait zéro arrivé à Lampedusa. Et c'était l'époque de Berlusconi. Donc, Berlusconi, pour lui, en fait, pour les gouvernements européens, pour des enjeux internes, des élections, etc. Donc, c'était intéressant de baisser le nombre des entrées. Pour dire, voilà, l'année dernière, par exemple en 2009, il y avait, je sais pas, 100 000 entrées de migrants clandestins. À mon époque, quand je suis au gouvernement, il n'y avait que 20 000 migrants. Donc, c'est une réussite pour l'extrême droite ou pour les partis de droite, etc. Donc, et soudain, la révolution tunisienne déclenche et il y avait un traumatisme sécuritaire dans toute la région. Et en avril 2011, 27 000 Tunisiens sont installés à Lampedusa. Donc, de zéro immigré, et sachant que Lampedusa, il y a 6 000 personnes, en fait, qui habitent là-bas, à Lampedusa, ou autour de 6 000 personnes. Moi, j'y étais l'année dernière, donc c'est une grande île, mais italienne, très bien aménagée et tout. Vraiment, c'est l'Europe. C'est une île touristique aussi. Mais qu'elle a les signes de la richesse de l'Europe, les bagnoles, les scooters bien aménagés, tout est dans l'ordre, etc. Donc, c'est une île d'accueil des immigrés, c'est un hotspot aussi. Donc, 27 000 personnes arrivent à Lampedusa avec 1 000 personnes qui sont disparues dans la mer. Donc, je reviens à la conférence de presse auquel j'ai participé. Ce sont les familles des migrants clandestins tunisiens disparus qui se mobilisaient, qui participaient à cette conférence de presse pour dire qu'on a besoin des informations concernant nos enfants parce que nous n'arrivons pas à les trouver. Ils ne sont pas dans les centres de rétention. On n'a reçu aucun appel de leur part téléphonique. On n'est pas contacté. Peut-être ils sont morts, peut-être sont nés. Donc voilà, on a compris un peu rapidement qu'il s'agit d'un deuil un peu problématique de deuil pathologique, compliqué, que ces personnes, peut-être ils sont morts et leurs familles, ils n'ont pas d'informations sur leurs enfants. Donc déjà, c'est l'impact de cette disparition sur les... Et c'est la première fois qu'en Tunisie qu'on vit la disparition des personnes, d'un grand nombre de personnes. Donc là, on a commencé vraiment à réfléchir sur cette question parce que ces familles, ils viennent avec une demande. Ils disent, nous avons besoin d'aide, nous voulons dormir, nous dormons pas depuis 6 mois. On les a vus, c'était en fin 2011, au début 2012, je pense. Donc, on n'arrive pas à dormir, on est toujours connecté, on pleure tout le temps, on a eu des maladies des yeux parce qu'on pleure tout le temps, en fait. Donc on a monté, on a créé une association qui s'appelle Psychologues Solidaires pour prendre en charge ces familles et on a commencé un projet d'écoute de sa famille et on découvre beaucoup de choses, en fait, que par exemple, des symptômes nouveaux, en fait, qu'on n'a jamais pensé. Par exemple, des familles qui mangeaient pas les poissons, par exemple, parce que les poissons, ils ont mangé leurs enfants. Oula, Euh, ouais. Donc, des familles, en fait, la personne disparue, elle devient comme une fantôme dans la maison. Sa chambre, elle est intouchable. Personne ne touche à ses objets, personne ne touche à sa chambre, parce que peut-être un jour, il reviendra. Et ces familles, jusqu'à maintenant, ils n'ont aucune information et ils vivent toujours le deuil. Mais ils ont élaboré un peu dans les dynamiques politiques, dans les manifestations, etc. Bon, c'est un long sujet, ça, on peut en discuter après.
Donc, par exemple, un simple contact avec l'eau, ça réactive le trauma de noyade de leurs enfants. Donc, des familles qui ne peuvent pas, par exemple, aller se baigner dans la mer parce que quand ils voient la mer, ça réactive le souvenir de la disparition ou de noyade. Avec les cauchemars, qu'ils rêvent de leurs enfants en train de manger des poissons, les poissons sont en train, ou des requins qui sont en train donc, voilà, beaucoup de choses. Donc, moi, j'ai continué à travailler sur ce projet un peu avec trois autres collègues. Et après, vu qu'il n'y a pas de financement sur ce sujet, et nous, on était jeunes, on avait un petit financement de la part du Centre France Fanon à Turin. Donc, ils travaillent sur l'accueil des migrants de l'autre côté. Donc, on a fait une sorte de partenariat parce que la migration, c'est comme les deux phases de monnaie, en fait. Il y a pas d'immigration sans émigration. En fait, quand on parle de l'immigration, on doit tout d'abord l'émigrer. Avant de partir, qu'est-ce qu'il a vécu? Parce que ça, c'est une problématique qui se pose dans le cadre de des centres de thérapie des immigrés et tout, que les psychologues ils interviennent avec les immigrés dans le pays d'accueil, mais ils ignorent un peu la vie de l'immigré là-bas. Donc, ils prennent juste la côté de le pays d'accueil, en fait, parce que leur objectif aussi, c'est de l'intégrer. Mais ils oublient parfois que l'intégration, en fait, on a besoin aussi d'aller un peu profondément dans son histoire personnelle, dans son vécu là-bas, pourquoi il est venu, pourquoi il est parti, la dynamique familiale, sa relation avec sa famille, son père, sa mère, en fait, son anthropologie, quoi, un peu. Et qu'est-ce que j'allais dire? Donc, on était. Oui. Donc voilà, on a fait. Et dans les consultations que j'ai commencé à faire avec ces familles, surtout moi j'ai travaillé avec les mamans et ma collègue elle a travaillé avec les papas. Et toujours dans les discours des mamans, ils disent que c'est mon fils le plus proche, le plus préféré, le plus responsable, c'est lui qui voulait nous aider, c'est lui qui a fait tout pour qui toujours, chaque fois je demande quelque chose, il répond, c'est lui qui vraiment porte le fardeau de la famille. Donc là, j'ai commencé à réfléchir. J'ai dit, est-ce que c'est vrai? Parce qu'il y avait le stéréotype sur le harag, c'est un délinquant, c'est le migrant clandestin qui est toujours le voleur, le délinquant, le criminel. En fait, il y avait des choses comme ça, celui qui respecte pas ses parents. Et du coup, moi, j'étais surpris par la parole des mamans, comment ils valorisent cet enfant, ce migrant, en fait, qui est... Et elle le valorise par rapport aussi il n'est pas comme ses frères, c'est lui toujours qui fait des initiatives, et du coup, c'est le sauveur un peu de la famille. Et du coup, je me suis engagé dans un master de recherche sur cette question. Donc, on n'a plus de financement pour aider les familles et on n'a plus d'autres solutions. On a fait les groupes de parole, les entretiens, on n'a même pas de local. Donc, moi, j'ai postulé pour continuer à aider ces familles dans le cadre d'une recherche à Paris 7. C'était à Paris 7 avec Fethi Benslama, un psychanalyste, prof de psychopathologie tunisien à Paris. Et j'ai continué à travailler sur le lien entre le fils et sa maman dans la migration. Et aussi, j'ai voulu vérifier que peut-être j'ai dit, parce que toujours quand il y a quelqu'un dans notre culture, ou en général aussi, c'est universel un peu, quand quelqu'un est mort, il devient bien. اذكروا موتاكم بخير. La personne n'est pas bien quand il est en vie, quand il est mort, on parle bien de lui, on dit qu'il était bien et tout et tout. Donc moi, je voulais vérifier, est-ce qu'ils disent ça parce que leurs enfants sont disparus ou ils sont morts, il y a des morts aussi, on a vu les familles des personnes mortes, ou donc dans cette recherche de master, j'ai rencontré aussi des familles, des personnes qui ne sont pas mortes en fait, qui sont arrivées en Europe ou qui étaient expulsées et que donc, j'ai pu vérifier mon hypothèse que vraiment la personne qui migre clandestinement, ce harag, cette catégorie, c'est une personne normale tout d'abord, et c'est une personne qui est chargée par le malheur ou par le désir de sa maman aussi.
Donc la frustration de sa mère, elle va se transmettre inconscient dans les pulsions viatoriques, ça veut dire les pulsions de mobilité de son fils, et il va partir pour faire plaisir à sa mère. Ça veut dire pour gagner de l'argent, pour gagner sa vie, pour envoyer de l'argent, pour acheter une maison pour sa mère, pour changer l'architecture de la maison. Et surtout, c'est des gens qui viennent des quartiers populaires aussi, et dans les quartiers populaires, il y a beaucoup de rivalité, en fait. Parce que tout le monde part en Europe et il y a ceux qui rentrent avec des signes de richesse, ils transforment leur village ou leur ville ou leur cité ou leur maison ou même. Et du coup, les autres personnes, ils se trouvent, ils n'ont rien fait par rapport à lui. Donc, la seule solution pour être égal par rapport à ses voisins et ses cousins et tout, c'est de partir en Europe. Donc, le départ, c'est devenu une sorte de réparation de crise économique, de crise de complexe psychique aussi que j'ai découvert. En fait, il y a un article que j'ai publié sur cette question pour ne pas tarder sur ce point parce que c'est long et ça nous a pris du temps aussi. Dans la revue Filigrane. Elle est une revue de psychanalyse à Montréal, en fait. Oui, oui, Donc, oui. c'est de l'université de Sherbrooke. Non, Donc, c'était ah, ma Non, c'est première Lucas. publication. Hein? de l'UQAM, Pardon? l'Université C'est du Québec à Lucas. Montréal. Oui. Montréal, Oui, oui. oui, oui, oui. Donc, c'était ma première publication à Montréal sur ce sujet. Même si j'ai écrit beaucoup en France, c'était pas possible de publier. C'était comme le monde de publication aussi, c'est un peu fermé. Tu dois reproduire un certain savoir et tout. Donc, c'était moi par hasard, c'était ma première publication sur ce sujet. C'était à Montréal quand je suis allé. Même si je l'ai écrit tout ça en 2016, mais en 2014, mais je l'ai publié en 2019 à Montréal. Ils m'ont encouragé et j'ai beaucoup travaillé sur cet article pour le développer. Donc voilà, ça c'était la première thématique de ma recherche, donc le lien entre le Harag et sa famille, le lien inconscient et surtout avec sa mère, comment lui il devient un peu le phallus de sa mère qui va lui faire plaisir, traverser la mer pour satisfaire la mère. Et l'impact de la rivalité dans les cités, etc. Et aussi l'importance d'arriver en Europe pour une famille. Et pour une maman aussi qui est immobile, qui n'a pas le droit de voyager. Donc, elle va devenir mobile à travers son fils. Donc, elle va l'aider à partir, elle va lui donner de l'argent, elle va l'encourager s'il veut. Mais il y a des familles qui sont contre le départ clandestin parce qu'il y a le risque de mort. Et c'est pour ça que certaines familles des disparus, ils culpabilisaient aussi. Elle dit, mais moi, je l'ai donné de l'argent pour partir. Donc, c'est moi qui l'a tué, comme si c'est moi qui l'a tué. Donc, il y a cette question de départ. Donc, voilà, je ne sais pas s'il y a une question par rapport à ce sujet, parce que je vais passer un peu avancé. Euh, donc, nous, les effets psychiques des frontières de la migration, donc là, c'est l'effet psychique, c'est que les frontières, elle a des conséquences dans les pays d'origine. Parce que nous, toujours, quand on parle des migrants, on pose aux migrants dans les pays d'accueil. Donc, comment l'intégrer, comment le prendre en charge, comment il doit adapter, comment on apprend la culture de pays d'accueil, etc. Mais on oublie que les politiques frontalières aussi, elles causent des problèmes dans les pays d'origine. Parce que déjà, les gens partent, ça c'est une de mes hypothèses, les gens partent clandestinement parce qu'ils sont interdits de voyager normalement, d'avoir un visa. Donc, les conséquences, donc la migration clandestine des frontières, les conséquences sur les familles, donc tu as des centaines et des milliers de familles des disparus en Tunisie, mais on n'en parle pas. En Tunisie, au Maroc, en Algérie, en Égypte, en fait, en toute l'Afrique, toute l'Afrique est disparue, en fait, dans la mer. Donc, pas toute l'Afrique, je ne généralise pas, mais juste pour montrer l'importance de la disparition. Et du coup, ce sont des sociétés aussi qui vivent des deuils compliqués. C'est une communauté endeuillée, en fait, mais endeuillée, mais qui n'arrive pas à faire le deuil de leurs enfants. Et en plus, il n'y a aucune reconnaissance de leur gouvernement et de l'Union européenne dans l'identification des corps des personnes qui sont retrouvées sur les plages européennes. Il y a même au sud de l'Italie. Moi, j'étais dans un séminaire la dernière fois avec des témoignages.
En fait, parfois, les corps, arrivent dans des municipalités italiennes où le gouverneur, il est de l'extrême droite ou quelque chose comme ça. Il se précipite pour enterrer les corps sans faire l'identification. Ça, c'était les témoignages des avocats sans frontières au sud de l'Italie, etc. Donc voilà, il y a vraiment non-reconnaissance. Et vous savez, la personne qui est disparue ou qui est enterrée sans identification, ça veut dire comme s'il n'a jamais existé. Donc, effacé de l'histoire de l'humanité. Et ça, il n'y a pas pire que ça, en fait, pour une personne. Donc, après cela, j'ai continué à faire, bon, j'ai fait un master en sociologie politique sur la révolution tunisienne et sur le mouvement étudiant pendant la révolution Il y a des tunisienne. questions qui apparaissent, ouais, Elsie. Oui, oui. Nora, tu voulais poser une question? Et voilà, en fait, j'ai deux ou trois questions. Enfin, je vous les pose, mais Oui, oui, une, oui. elle est peut-être un peu plus géopolitique ou historique. Il y a Dominique de Villepin qui, à un moment donné, a écrit un livre qui était assez intéressant sur le plan de ces mouvements où il disait que l'Afrique du Nord, c'était au fond les pays qu'il considérait comme des limès et qui faisait justement, c'est les pays étanches entre l'Afrique noire, bien sûr, et l'Europe. Donc, ces pays-là devenaient comme cette charnière de protection pour qu'il n'y ait pas cet envahissement. Et on constate avec ces mouvements que ces limèses se sont fracturées. Et ces Mhm. limaces qui se sont fracturées, donc qui n'ont plus cette fonction d'étanchéité, ben, il a fallu mettre notre forme d'étanchéité, qui est peut-être, voilà, justement, là, cet espace Schengen. Alors donc, il y a peut-être sur cette dimension historique de comment on comprend, là, ça veut dire que cette dimension de l'inquiétude, de l'envahissement a toujours été là, hein. Alors, il y avait, bon, ces limaces, on les tolérait, enfin on tolérait certains mouvements migratoires, etc., parce qu'ils nous garantissaient justement cette étanchéité face à ce que... Alors on est, bon, justement, dans ces freins des pays colonisés, hein. On colonise, mais on ne veut pas le reflux de ces pays qui ont été colonisés. Donc il y a cette dimension, peut-être j'aimerais avoir un peu une opinion vis-à-vis de vous. L'autre perspective, c'est en est-ce que c'est... Enfin, c'est vrai, là, c'est harga, comme vous dites. Est-ce que ce n'est pas en soi une nouvelle forme de révolution? C'est parce que ces personnes qui sont transgressives, ben, ils portent aussi l'espoir d'un changement. Donc, face à ce moment-là, donc, on devient, au fond, c'est des mouvements de contestation, mais qui vont vraiment au-delà de la contestation. Si on Mhm. devient, ben voilà, c'est ces mouvements-là de revendication, hein, ces mouvements comme on trouve dans tous les pays qui sont en guerre. Il y a Mhm. toujours des groupes comme ça qui, à la base, sont transgressifs et qui vont porter l'idéal d'un changement. Et donc là, alors voilà, il y a peut-être pour ces mères-là, c'est cette satisfaction de, ben, j'ai mis au monde peut-être un futur, peu importe ce qui va devenir. Bon, mais en même temps, il y a la contrepartie de ce risque. Et mon autre question, c'est est-ce qu'elles étaient prises dans ce mouvement de deuil ou est-ce qu'elles étaient prises dans cette absence perpétuelle parce qu'on ne sait pas s'ils sont morts ou pas en entier, enfin pour ceux qui n'ont pas été ben, retrouvés. Donc forcément, on continue à les présentifier parce qu'on ne Mhm. sait pas. Ils sont toujours là quelque part. Ils portent cet espoir. Mais bien sûr, le temps fait qu'à un moment donné, donc, je me suis demandé sur le plan traumatique comment ça se travaille, cette modalité. Et vous avez raison, sur une autre perspective, ben, on se retrouve un peu comme à la période grecque, hein. Dans la ville de Thèbes, hein, il y a eu celui qui était à l'intérieur qu'on a enterré, mais celui qui a contesté, hein, il reste à l'extérieur, il n'a pas droit à la sépulture. Donc, c'est qu'on retrouve en fait dynamiquement ces mêmes systèmes, ces mêmes modalités, effectivement, anthropologiques qui sont portées, mais qui se traduisent, bien sûr, en fonction de l'histoire du temps. Je ne sais pas, je voulais juste avoir, de façon globale, un peu votre opinion. Oui, oui, tout à fait d'accord. Donc c'était lié à la révolution. C'est important la question parce que quand la révolution tunisienne est arrivée, en fait, on voulait faire une démocratie.
Et parfois, après, moi, quand je réfléchis, j'ai beaucoup travaillé sur cette question, j'ai dit, mais comment une révolution, une démocratie puisse se faire sans avoir la liberté de mobilité, en fait, sans avoir la mobilité. Comment on va être démocrate entre nous et nous sommes enfermés? Vous savez, enfermement, il crée les guerres civiles, le corps tendu, la tension musculaire, comme il appelait, enfin non, quand il parlait des Exactement. Algériens, quand ils étaient Oui, oui, colonisés, du coup, exactement. c'est la guerre entre les frères et les sœurs, parce que c'est la Exactement. famine, parce qu'il n'y a pas de territoire, donc toute personne devient une ennemie. Donc, et c'était important, bien sûr. Moi, je suis tout à fait d'accord par rapport à, c'est un mouvement de contestation, parce que c'est pour ça que j'ai mentionné, en décembre 2010, il y avait 0 migrants. Donc, moi, je pense que cette réussite de, de ne pas avoir des immigrés à Lampedusa, elle a joué un rôle important dans le déclenchement, l'explosion de ce refoulé, en fait, parce qu'on ne peut pas refouler tout un pays, on ne peut pas faire ce filtre qui va passer aucune personne. Donc, c'est beaucoup. Donc, et tout d'un coup, on a 27 000 personnes. Donc ça, c'est un acte d'explosion. Et aussi, le gouvernement tunisien à l'époque, en collaboration avec Berlusconi, ils étaient d'accord que Berlusconi, il doit accueillir ces personnes et ne plus l'expulser parce que ce sont une force révolutionnaire pour le pays qui menace les sécurités du pays et que ce sont des gens qui demandent la dignité, le travail, l'argent, le confort, la justice, toutes les belles choses voilà de la vie. Et bien sûr, tout à fait d'accord sur le livre que Dominique Villepin, que j'ai pas lu, donc sur l'étanchéité des frontières et comment, en fait, il y a, comment ça s'appelle, il y a un livre intitulé Le Mur de Wendy Brown aussi, qui parlait des frontières des États-Unis et de la Mexique, et elle parlait de la question de pénétration, comme si les frontières, c'est un corps féminin qui a peur d'être pénétré par quelque chose et que en fait, voilà, la souveraineté est liée à voilà, elle a un peu sexualisé la question des frontières, mais c'est intéressant, bien sûr, il y a cette étanchéité, ce barrière contre l'envahissement de l'autre, qui est aussi lié à la montée de droite, le discours de l'extrême droite aussi, sur l'autre qui va nous envahir, sur ce qui se passe maintenant au sud, à Californie, au Mhm, sud mhm. des États-Unis. Donc, Une oui, question, oui. Oui, Euh, voilà. Je reviens après sur la question du deuil, hein. Mhm. Oui, euh, je vous en prie. oui, j'aurais aimé vous demander, est-ce que vous avez associé dans vos recherches le phénomène de la peur que représente toujours le migrant? Et alors, cette peur euh, contraint à l'installer dans un silence. C'est-à-dire qu'on ne sait rien de ce qu'il a vécu avant, on ne sait rien de ce qu'il colporte, de ce qu'il veut, mais on commence par administrativement à l'arrêter. Est-ce que ça s'inscrit dans un phénomène de peur? De peur d'autres cultures, de l'envahissement d'autres cultures. Et puis le deuxième point que vous avez soulevé aussi, que je trouve extrêmement intéressant, la disparition des migrants de manière massive, qui se passe au plan maritime, au plan même terrien, dans les séismes. Le disparu acquiert aussi, par le fait qu'il peut toujours revenir, une dimension qui quelquefois il n'avait pas au départ. Un disparu qui revient, c'est quelqu'un qui est porteur de quelque chose qu'on avait peut-être oublié ou qu'on ne voulait pas voir. Mhm. Mhm. C'est ces deux éléments, je trouve, qui sont importants. On a peur du migrant, on a peur de son arrivée, on a peur de ce qu'il apporte, et donc Mhm. on casse administrativement tous ces possibles. Oui, c'est ça, en fait. C'est ça. Oui, c'est bon, Est-ce que ça, vous moi, l'avez vu aussi dans vos expériences ouais. Donc, moi, j'ai découvert dernièrement, en fait, j'ai écrit un livre, c'est Harga, c'est le résultat de ma thèse, Harga et désir d'Occident, et mon livre était traduit en italien. Mhm. Donc, je suis allé le présenter au début de l'année, et on sait très bien que les Italiens, ils doivent connaître les immigrés, les clandestins, parce qu'ils les reçoivent, ils vivent avec eux, ils sont entourés.
Et bizarrement, j'ai découvert que les gens qui sont venus, qui sont des spécialistes, qui aiment bien, qui ont lu le livre et tout, des psychiatres, des psychologues ou des activistes et tout, qu'ils découvrent les migrants dans mon livre, en fait. Ça veut dire ils vivent avec les migrants, mais ils vivent avec des stéréotypes sur les migrants. Parce que les stéréotypes aussi, moi je vais revenir peut-être sur cette question après, parce que les stéréotypes existaient depuis la période de la colonisation faire un peu à Fanon, beaucoup. Donc, mon approche, elle est fanonienne dans le sens où ce qui est dit sur le migrant maintenant, c'est presque la même chose que ce qui était dit sur le sujet colonisé avant. Et en plus, les politiques coloniales, parce qu'elle a comme objectif d'immobiliser les gens, comme disait Fanon, en fait, dans les consultations, ce que les patients ramènent dans de leurs rêves, il dit que le colonisé, il est immobile, en fait. Il est mobile juste entre 9 heures du soir et 6 heures du matin, parce qu'il est mobile dans son rêve. Il rêve dans la police. Donc, le sujet, la spécificité du colonisé, c'était l'immobilité. Parce qu'il est immobile aussi, parce qu'il est menacé de partout. S'il part quelque part, ils peuvent être tués par les colons. Donc, il est checkpoint partout, etc. Donc, il y a un lien entre ces stéréotypes qui sont voilà, inscrit dans l'histoire de l'immigré qui était le colonisé, parce que la plupart des immigrés, je généralise pas là, je sais que c'est très compliqué, mais en parlant des immigrés africains ou nord-africains, ils étaient colonisés, donc ils étaient dominés par une politique coloniale. Donc, juste après la colonisation partent, elles viennent les frontières. Donc, et même moi, j'ai travaillé beaucoup sur ce sujet, j'ai fait des grandes enquêtes sur l'archive et tout. En fait, même les agents de police, et des gendarmes, par exemple français qui travaillent en Tunisie, qui contrôlaient les colonisés, ils se sont convertis en agents d'accueil des immigrés en France, juste les années 60 et 70. Donc, c'est les mêmes pratiques, en fait, qui, et après, c'est dans les études postcoloniales ou décoloniales même. Donc, les politiques frontalières, elle est dans la continuité des politiques coloniales, en fait. Après la colonisation, il y avait les politiques des murs, d'immobilité et de peur. Donc, qu'est-ce que j'ai découvert en Italie? J'ai découvert parce que moi, je parlais de l'impact des frontières sur nous, sur les gens, sur le monde du Sud global. Donc, ça veut dire que quand tu émerges des frontières comme ça à partir des années 95, les Tunisiens ou les Algériens ou les Nord-Africains, ils vont imaginer des choses sur l'autre parce qu'ils ne le connaissent pas. En fait, il y avait une rupture. Donc, moi, je ne peux pas aller en Italie, je vais regarder les chaînes italiennes et je vais écouter des choses sur les Italiens. Donc, et je vais aussi apprendre des migrants qui reviennent de l'Italie. Ça, c'est le discours migratoire. Il y a une grande référence, bien sûr, à Abdelmelek Sayed. Je ne sais pas si vous le connaissez ou non. C'est une grande référence dans l'immigration qui a écrit le livre La double absence. Comment le migrant il est absent quand il est là-bas et absent dans son pays d'origine. Quand tu pars vivre en France, ils te disent, mais toi, tu es tunisien. Quand tu reviens en Tunisie, ils te disent, mais toi, tu es installé en France. Pourquoi tu te mêles de donc, la double absence de l'immigré? Et Abdelmelek Sayed, il développe un concept très intéressant qui est le mensonge migratoire. Donc, ceux qui partent, ils ont une idée sur là-bas. Et quand ils arrivent en Italie, ou en France ou au Canada même, et quand ils trouvent pas la même chose, leurs attentes, la vie facile, l'argent, je sais pas, la facilité, le respect, les droits humains, ils vont reproduire ce fantasme qu'ils ont eu quand ils étaient chez eux. Et ils vont Ah le oui, reproduire. Excusez-moi. C'est bon, vous m'entendez? Ça a coupé Oui, parce que oui, quand... on t'entend. oui. Ouais. Donc, les personnes, ils partent avec une idée sur l'Europe, et quand ils ne trouvent pas cette idée, quand ils rentrent chez eux, ils disent, ah oui, c'est vrai, l'Europe, c'est comme ça. Ils vont reproduire. Et ça, ils l'appellent Abdelmelek Sayed le mensonge migratoire. Abdelmelek Sayed, vraiment, c'est la meilleure référence pour moi en termes d'immigration, illusion migratoire, la nationalisation, la naturalisation. Voilà, il a écrit des choses énormes sur cette question qui m'ont beaucoup éclairé.
Une Et surtout quand question, moi-même, pardon? j'aurais une question, je m'excuse de t'interrompre, est-ce que je peux te poser une question? Oui, Euh, tu nous as parlé du rapport de l'immigrant avec sa mère. Est-ce que oui. tu aurais des choses à nous dire sur les rapports de l'immigrant avec son père? Oui, bon, moi, j'ai pas beaucoup travaillé sur cette question. C'était une collègue à moi qui a fait son master, mais le rapport, le père, il est plus silencieux en fait que la mère. Par exemple, ce sont les mamans qui se manifestent, qui se mobilisent dans l'avenue Habib Bourguiba en Tunisie, par exemple, pour revendiquer pour la vérité, à la quête de la vérité de leurs enfants. Et les pères, toujours, ils sentent qu'ils veulent, comme s'il veut se cliver de son fils, qu'il s'éloigne en fait, il se met en distance parce que c'est un échec déjà, le fait qu'il est noyé, et c'est sa continuité, ça veut dire une partie de lui qui est disparue. Donc c'est un échec. Mais les mamans, ils continuent à lutter en fait pour créer cet homme, voilà, ce harag, en fait, pour le protéger, pour dire même s'il est parti, on veut son cœur. Le père, non, il prend distance. Et en général, les pères qu'on a rencontrés, ils ne parlent pas beaucoup, en fait. Ils ne se mettent pas en face, ils participent pas beaucoup aux manifestations, etc. Du coup, ils refoulent ça. Mais chaque fois, on fait des interviews, il commence à pleurer et tout, mais il cache en fait toute cet échec social parce que c'est un père aussi castré, castré par les politiques frontalières, moi je dis, mais en fait, c'est les politiques frontalières qui ont tué son fils ou qui ont fait disparaître son fils. Juste, je reviens sur la question de peur parce que c'est intéressant. Donc, quand les frontières, elle est là, on va fantasmer l'autre à travers les médias, à travers les réseaux sociaux, et toujours, c'est pas la réalité quand on voit des choses de loin. C'est pour ça que c'est important de voir, de voyager. Et moi, j'ai découvert aussi en Italie que visto, le visa, c'est visto, et visto, c'est voir. Donc, celui qui n'a pas le visa, celui qui voit pas ce qui se passe, en fait. Donc, c'est donc, et en même temps, quand j'ai présenté mon livre en Italie, j'ai découvert que les gens, ils sont surpris de ce que je suis en train de dire et parce que moi, dans le livre, j'ai écrit des histoires des gens. Voilà, cette personne qui est partie, sa famille, sa vie, sa subjectivité, où il a étudié vraiment des histoires comme en fait, comme un livre de narration, quoi. Pas une recherche, mais un peu analytique, anthropologique, mais c'est une descriptif un peu. Après, il y a une partie analytique. Donc, j'ai travaillé aussi sur les personnes qui ont fait des attentats terroristes. Je reviendrai sur cette question. Et j'ai découvert que les frontières aussi, elles ont un impact sur les gens, les pays d'accueil. Donc, eux, quand il y a les frontières, ils reçoivent que des migrants illégaux ou des migrants qui ont fait des efforts pour avoir le visa. Donc, et quand il y a le visa, on fait des efforts, ça devient un souci, la question des papiers. Donc, quand tu es en France avec une carte séjour et que tu dois la renouveler, comme au Canada ou partout, donc tu dois rester tranquille, tu dois être un corps docile qui parle pas trop de lui, qui revendique pas beaucoup de choses, qui est calme et du coup qui s'exprime pas. Donc, les pays d'accueil, ils vont recevoir des gens qui sont un peu, que leurs idées sont refoulées. Donc, ils n'écoutent pas leur vérité. Donc, ils vont mettre, et les migrants, ils ont peur des autres aussi parce qu'ils sont migrants et c'est la condition de l'immigré aussi. Abdelmelek, c'est toujours l'immigré, il est en décalage avec l'autre parce que c'est une condition. Et sa condition, elle est liée à à la question des papiers. La différence entre un Tunisien et un Italien, c'est qu'un Italien ou un Français, un Italien, il a le passeport rouge, donc il peut partir partout dans le monde sans visa, et les Tunisiens, ils ne peuvent pas. Donc ça, c'est la classique, en fait. Différence, c'est les papiers, en fait. Entre les humains, maintenant, ce qui fait la différence, c'est la question de la mobilité. Qui est mobile, qui est immobile. Et ça nous renvoie à la question de la colonisation, en fait. De l'école, par exemple, psychiatrique d'Alger, qui développe des théories qui disaient que le Nord-Africain, il est malade, il est lobotomisé, il est abolique.
il est criminel de nature, il est plus proche du singe que de l'humain, il est équivalent à l'homme malade européen. Le malade européen est égal à l'Africain et Africain normal. Donc, tout ça, c'était des choses qui étaient collées, stéréotypées, la personne nord-africaine, pour justifier la mission civilisationnelle de la colonisation. Et ces stigmates, ils reviennent à travers la question des papiers. En fait, nous, on ne te donne pas les papiers parce que tu n'as pas la bonne volonté. Je reviens, par exemple, moi, quand j'ai commencé à travailler sur mon doctorat, en fait, mon doctorat, il porte sur la différence entre... en fait, j'ai interviewé des personnes, c'était en 2015, j'ai dit, mais parlez-moi de ta vie et tout, etc., des quartiers populaires de Sousse, d'ailleurs. Et une personne m'a dit, il m'a parlé de sa souffrance au travail, comment son supérieur ne l'a pas respecté, ne l'a pas donné un contrat permanent, même s'il a fait des efforts, etc. Et après, il m'a dit, Monsieur Wael, moi, si j'arrive pas à rejoindre l'Europe clandestinement, كان ما نجمش نحرق, je vais partir à Daesh. Donc, et lui, il était en train de boire de la bière sur la plage et tout. En fait, c'est pas une personne radicalisée ou religieuse et tout. Donc, ah, ok, d'accord, j'ai dit, mais... Donc, toi, tu veux partir à Daesh parce que tu peux pas partir en Europe. Donc, Daesh, c'est pas pour appliquer la charia, hein, parce que tu veux te venger de ton premier désir d'amour, objet d'amour, en fait. Parce que nous, on est en Tunisie, donc le modèle qui nous domine, c'est l'Europe, c'est le modèle occidental. On est obligé de parler français, on étudie français, on écrit en français, en anglais. Alors, on écoute les chaînes italiennes chez nous, dans nos maisons, dans nos voitures, dans nos radios. Donc, vraiment, il y a une culture, euh, beaucoup de proximité. Donc, après, j'ai commencé à travailler sur des personnes qui voulaient partir en Europe, qui n'arrivaient pas ou les expulser. Et j'ai commencé, c'était le fil conducteur de mon livre et de ma recherche, c'était le lien entre le départ à Daesh et le départ vers l'Europe. Et, et j'ai commencé à travailler sur l'impact de refus de visa, les personnes que leur visa est refusé, comment ils vont réagir, c'est quoi l'impact. Parce que chaque fois, j'interviewais des personnes que leur visa est refusé, je dis, mais qu'est-ce que tu en penses? Pourquoi ton visa est refusé? Il me dit, parce que nous sommes des Arabes, c'est comme ça, nous sommes inférieurs aux Européens, ils ont raison qu'ils nous refusent, on est comme ça. Ah bon? Ah, ok, d'accord. Donc j'étais un peu surpris parce qu'ils reproduisent un discours un peu essentialiste en fait. Donc lui, son visa refusé parce qu'il est arabe, il ne respecte pas la loi, il est pas propre, on salit l'Europe, des choses vraiment qui sont pas... Et moi, j'ai vécu en Europe et je sais en fait c'est quoi la différence. Il n'y a pas de différence. La différence pour moi, c'est les papiers. Des personnes qui ont né avec des papiers et des autres, des passeports qui ne valent rien. Et et j'allais faire une enquête sur le document de refus de visa. Donc, parce que normalement, si on dépose un dossier pour avoir un visa, il y a des documents à fournir. Et si tu déposes dans le dossier, normalement, tu vas avoir un visa. Il n'y a pas pourquoi ne pas l'avoir. Mais toujours le refus, quand il n'y a pas une vraie raison financière ou il manque des papiers et tout, le refus, il y a une réponse qui, 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 qui est répandu à tout le monde, qui dit, non mais numéro 9 la raison pour que la personne n'a pas le visa. Votre volonté à quitter le territoire d'accueil après, avant l'expiration de votre visa n'est pas établie ou n'est pas valide. Donc, en fait, ils jugent la volonté des gens. Donc, toi, t'as pas le visa, même si tu es prof, hein, il y a des profs, des médecins que leur visa est refusé, hein. Donc, même, en fait, donc, ça veut dire que toi, tu es potentiellement un migrant clandestin. Donc, ils les renvoient, ces stéréotypes aussi. Donc, la volonté, et là, enfin, non, par exemple, quand il a travaillé, c'est l'abolie. Il dit que ces personnes souffrent de l'abolie. Toute l'école d'Alger, elle essaie des articles publié et signé par l'Organisation mondiale de santé qui confirme que le Nord-Africain, il est malade, il pense pas avec son lobe frontal, avec son encéphale, et en fait, des choses atroces, en fait, qui étaient dites sur cette question.
Donc voilà, il y a des va-et-vient entre la colonisation et les stéréotypes de colonisation et les frontières et les stéréotypes des frontières. Donc il y a des frontières, il y a des stéréotypes, et quand il n'y a pas des frontières, donc vous allez rencontrer des gens normaux, en fait. Normaux dans le sens, ils n'ont pas peur de perdre les papiers ou de ne pas renouveler les papiers. Donc ils vont dire tout. Donc, et, et c'est pour ça que, en fait, la politique migratoire, elle est sélective. Dans le sens sélectif, elle sélectionne les personnes qui viennent. Donc, surtout en Europe, je parle dans la Méditerranée, pas le Canada, c'est autre chose, mais c'est l'extrême peut-être de la politique migratoire d'une autre façon, le Canada. Donc, c'est parce que c'est la question de la distance et la culture. Donc voilà, les gens essayent d'aller en Europe, c'est plus difficile, donc le Canada devient une alternative. En fait, voilà, c'est à discuter, ça c'est un autre sujet, on peut réfléchir ensemble. Et il y a la question de droits humains au Canada, que pour les gens d'ici, ils sont plus respectés qu'en Europe. Moi, même des djihadistes que j'ai rencontrés, ils voulaient au début partir au djihad, ils sont partis. Après, ils étaient expulsés, ils sont rentrés en Tunisie, ils ont fait la prison. Et après, il m'a dit, moi, maintenant, je vais aller en Allemagne ou au Canada. Je dis, pourquoi? Il m'a dit, parce que les vraies valeurs de l'islam, ils sont appliquées là-bas, en Allemagne et au Canada. C'est eux qui ont volé nos valeurs et l'ont appliqué. Ça veut dire la valeur, la justice, la dignité, le respect, hein. C'est une valeur universelle, mais lui, il dit que c'est les valeurs de l'islam. Parce que la France, elle ne respectait pas l'histoire de Bikini, Burkini, etc. Donc la France, elle est toujours stigmatisée par rapport à cette question. Donc voilà, revenons à la question de peur. Donc les Italiens, parce qu'il y a les frontières, donc cette frontière, elle a un impact sur les pays d'accueil aussi. Parce que nous, on ne voit pas les gens, on voit des migrants, comme vous l'avez bien dit. Donc on ne voit pas les personnes. C'est pour ça qu'on traite les personnes normaux, comme nous, comme des migrants. Mais on n'a pas le courage même d'entrer dans ce débat parce que voilà, c'est clair, tout le monde a dit ça. Il y a tout un savoir qui circulait dans le monde qui reproduisait le savoir sur les migrants, en fait. Vous allez participer à des séminaires, tout le monde parle la même chose. Là, comment intégrer les migrants? Comment, je sais pas quoi. Comme si lui, il n'est pas intégrable et du coup, il faut l'intégrer. Mais non, laissez les gens tranquilles, ils vont s'intégrer. Et il y a des chercheurs qui disent, des sociologues ou des anthropologues, quand on commence à parler de l'intégration, c'est là où on commence à parler de l'exclusion. Donc, parce qu'on va intégrer les gens dans des endroits spécifiques. Ça veut dire on va les éloigner. On va les mettre dans des catégories. Donc, voilà, il y a cette question. Euh, donc, dans la thèse, c'était intéressant que j'ai commencé à faire des entretiens avec des personnes qui sont parties à Daesh, des personnes qui... Il y a deux cas aussi sur lesquels j'ai travaillé, des cas des attentats terroristes commis par un migrant clandestin. Par exemple, l'attaque de Berlin, l'attaque terroriste de Berlin, c'était un clandestin tunisien qui est parti en Europe, mais il s'est trouvé dans un centre de rétention. Après, il était condamné par injustice de 4 ans de prison. Et il est sorti de prison, c'était à l'époque de Daesh, donc il a répondu à l'offre djihadiste, comme l'appelait Fethi Beslama. Il y avait l'offre djihadiste, donc lui, il s'est juste adapté, il a fait l'attaque terroriste à Berlin. Donc, comment l'impact de parcours migratoire, comment le parcours migratoire, il impacte la subjectivité des gens dans le sens où le migrant, il passe par les procédures de visa, il est refusé, il va prendre le bateau, traverser, vivre tout ce qu'il va vivre. Après, il se trouve dans des centres de rétention et après, il se confronte à la question des papiers. Donc, les papiers, les fameux papiers. Au Canada, vous savez très bien, les gens, les migrants. Moi, j'étais immigré en France et quand je restais avec mes amis, on parlait que des expériences. Toi, qu'est-ce que tu as fait? Toi, alors, tu as renouvelé tes papiers? Non. Il y a Mohamed Rorbel, un ancien psychiatre tunisien, qui l'appelait les psychoses des procédures. En fait, les gens, ils deviennent dingues parce qu'ils doivent faire les procédures et avoir les papiers. Et, et que ces papiers, ce sont eux qui contrôle le corps de l'immigré parce qu'il doit avoir des papiers et du coup, il doit faire plus d'efforts pour travailler, pour montrer qu'il est à la hauteur de l'homme du pays d'accueil.
Donc, il doit beaucoup travailler pour avoir ses papiers. Et s'il travaille pas bien, et s'il n'accepte pas l'exploitation aussi, il va pas avoir ses papiers. En fait, il va avoir des difficultés à avoir les papiers. Donc, ça, c'est une question intéressante. Donc, moi, pour Question revenir qui vient sur... de Arbi, excuse-moi. Il y a Arbi qui veut poser une question. Mhm. Oui, en fait, juste revenir sur la question du père, en fait, et celle après la mort du père et cet acte Ça coupe un peu, de, Ahmed. de rébellion. Ça On ne coupe. comprend Est-ce pas que vous Arbi. Et je ne sais pas pourquoi c'est m'entendez? entrecoupé. Ah, ok. Vous m'entendez maintenant? Non, c'est coupé encore. Euh, essaye. Tu peux C'est pas l'écrire, Arbi, ta peut-être. question, si tu veux. Oui, donc juste peut-être je clôture avec cette idée que euh, donc la question de savoir sur l'immigration, en fait, c'est un savoir. Moi, c'est ce que j'ai découvert. Par exemple, je suis allé étudier en Allemagne, en France et au Canada. Et les études d'immigration, ils sont aussi liées à l'étude de terrorisme aussi. Donc l'immigré, il est potentiellement terroriste. Donc l'arabe, il est potentiellement, ou le nord-africain, il est potentiellement migrant clandestin. Et quand il devient migrant, il devient potentiellement terroriste. Donc c'est toute une chaîne qui est liée. Et il y a toute une production du savoir sur cette question dans les revues scientifiques, dans les sites internet, dans les séminaires. La question, c'est toujours autour de la personne immigrée, comment faire avec. Donc, et moi, c'est pour cela on a créé en Tunisie un groupe de recherche qui s'appelle Border Studies Research Group, qui est situé à l'université de Sousse. Donc, pour produire un savoir sur l'impact spécialement des frontières sur les gens du Sud. Comment nous, on subit les frontières et on voit son impact avant que qu'on soit immigré, en fait. Et la plupart des recherches aussi sur l'immigration en Europe, ils sont financés par des partis politiques, par des ONG, par des universités qui sont hégémoniques, dans le sens ils sont dominants, et qui veulent toujours garder cette distinction entre nous et les autres. Donc nous, les, les Européens, ou des Français, ou des Espagnols, et les autres, ce sont les immigrés. Donc, et tous les travaux autour de cette question, ils sont un peu, voilà, financés par des fonds qui produisent un savoir qui n'est pas critique. Donc, j'ai trouvé que c'est important de produire un savoir qui parle de nous, avec, sans aucune pression ou sans aucun chantage politique. Parce qu'aussi, les migrants qui partent à l'étranger, ils se trouvent obligés de participer à des recherches pour avoir des postes, parce qu'il y a des choses. Et du coup, ils doivent faire plaisir au pays d'accueil. Dans le sens, ils reproduisent les choses qu'il est en train de dire, même s'ils ne sont pas d'accord. Et ça, les immigrés, ils le vivent, les chercheurs ou des psychologues ou quelque chose comme ça. Et du coup, et une autre catégorie, puisque vous êtes des psychologues, j'imagine, vous êtes des psychologues ou des psychiatres Ouais. ou- Donc, aussi, ils se trouvent en train, quand ils reçoivent le patient, ils vont l'écouter sur sa phase post-migratoire, donc sur sa difficulté ici. Mais lui, il ramène une histoire avec lui. Donc, et il y a Roberto Beneducci, il a des vidéos intéressantes aussi qui dit que, par exemple, nous, les psychologues italiens, on ne connaît pas les immigrés. En fait, on ne connaît pas les personnes qui sont derrière les immigrés. Il y a une vidéo de 6 minutes qui est intéressante. Donc, et la question de la langue aussi, c'est important. Donc, parce que la langue, c'est la culture. Donc, c'est important d'avoir accès à l'inconscient. La langue, comme disait Lacan, c'est la langue maternelle. Donc, c'est parce que, surtout quand il s'agit des migrants clandestins, bon, au Canada, je pense qu'il n'y a pas des migrants clandestins maghrébins, ou peut-être ils deviennent clandestins, mais parce que c'est loin et il y a d'autres, peut-être, en fait, nationalités. Voilà, je sais pas, il y a beaucoup de choses à dire. J'attends peut-être vos questions. Oui, surtout qu'on a parmi nous des Italiens.
On a deux Oui. Italiens qui peut-être peuvent réagir à ce que tu as dit. Je ne sais pas, est-ce que vous êtes capable de réagir, les Italiens? Hein. Non, pas tout à fait. Bonjour Vaël. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour Roberto. Oui, Vous m'écoutez? oui, oui, très bien. Ciao, ciao, bonjour. J'aimerais savoir s'il existe une littérature scientifique ou d'autres types liées aux migrations passées que tu as consultées. Parce que euh, tu sais que l'Italie, comme l'Irlande et beaucoup de pays d'Europe, ils ont été pays d'immigration et dont même d'immigration historique. Et alors, je pense que peut-être utile de, de permettre à les populations de ces pays, qui aujourd'hui ne sont pas plus pays d'immigration, de se souvenir les souffrances matérielles, mais aussi psychologiques qui ont passé les générations de nos grands-pères et de nos pères. Est-ce que tu as déjà rencontré ce type de littérature sur le passé d'immigration des pays comme l'Italie et comme des autres qui ont été pays d'immigration? Oui, bien évidemment, j'ai discuté avec beaucoup des collègues et des amis, surtout de sud de l'Italie, de la Sicile ou des Pouilles, qui étaient un peu, l'immigration partait surtout des sud de l'Italie, qui est aussi jusqu'à maintenant, qui souffre de vide en fait. Il y a des villes qui sont pas très peuplées, qui souffrent de manque de travailleurs, de main-d'œuvre et tout. Bien sûr qu'il y a ce trauma et cette culture de migration et que pour cela aussi, moi, ce que j'ai découvert, par exemple, moi, je connais beaucoup la plupart des chercheurs qui sont engagés dans cette question, ils sont des Italiens parce qu'ils sont sensibles à la question de l'immigration. Parce qu'ils savent que l'immigration, c'est une condition, c'est une obligation, c'est que les gens cherchaient juste tout simplement une vie meilleure parce qu'ils souffraient des conditions. C'était le cas des Siciliens à l'époque des Pouilles, etc. Donc, et ça, ça impacte la recherche en Italie. Par exemple, la recherche sur l'immigration en Italie, elle est plus avancée pour moi, et surtout moi, je connais un grand réseau et j'étais accueilli, mon livre était traduit, même le directeur de la maison d'édition lui-même, il me dit, moi-même, je suis touché par l'immigration. Moi-même, mon frère, il est parti en migration. En fait, pas que vous, les Tunisiens, tu vois, pas que vous, les Africains. Donc, bien évidemment, et ça a un impact sur la recherche en migration qui est plus critique en Italie que dans d'autres pays, en Allemagne ou surtout en France ou en Espagne. Et qu'ils ont aussi transmis une culture de recherche critique aux États-Unis. Donc, beaucoup des chercheurs connus comme, comment ils s'appellent, bon, j'ai oublié le nom maintenant, mais je peux vous envoyer quelques références. Ils sont très connus aux États-Unis, en fait, des grands spécialistes de l'immigration. Donc, ils sont aux États-Unis qui continuaient à défendre la position aussi de l'immigré aussi, qui sont plus engagés. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur l'histoire de l'immigration dans le cadre de mon doctorat pour pouvoir comprendre la dynamique et surtout la question de la Sicile qui faisait partie du monde du Sud avant la colonisation française de la Tunisie. En fait, c'est la colonisation française de la Tunisie, c'est les Français qui ont donné qui ont naturalisé les Siciliens en Tunisie, qu'ils étaient en Tunisie. Et à partir de cette naturalisation des Siciliens, l'Italie, elle s'est précipitée et elle a naturalisé aussi les Siciliens. Elle a dit non, les Siciliens, ce sont des Italiens, ils ne sont pas des Français. Donc, c'était l'histoire coloniale qui a marqué aussi cette ligne qui divise. Et à partir de cette date que la Sicile, elle faisait partie de l'Italie officiellement.
Donc, Il y c'était a, dans la rivalité avec la France. il y a Nora qui veut parler. Oui. Oui, en fait, un peu très rapidement, il y a un livre qui a été écrit par Yasmina Kadra, qui a fait ce rapport avec ces jeunes qui partaient justement via l'immigration, parfois clandestine, et qui aboutissaient hein, à ces jeunes qui étaient intégrés dans des mouvements terroristes ou des attentats. Et leur mouvement justement psychique, c'était d'avoir vu leur père être humilié. Et ils étaient pris dans ce double mouvement de venger cette dignité de leur père, mais en même temps mixé avec le mépris qu'ils avaient de ces pères, de s'être laissés aller, Hmm. justement par peur d'être peu importe tués, emprisonnés, etc. Alors eux, ils prennent le mouvement inverse, mais je vais aller jusqu'au bout, même si je dois mourir, ou même si... Alors il y a peut-être ce rapport au père qui est quand même particulier et qui explique peut-être dans ces mouvements peut-être identificatoires comment ils organisent en eux ce lien au père. Et l'autre dimension étant effectivement la modalité de la contamination. On se retrouve dans les limites où l'immigré nous contamine. Hein. Mhm. Alors, c'est ce mouvement. C'est donc, on veut rester pur, en fait, pur entre guillemets, là, dans cette distinction. Pas, on n'est pas loin non plus hein, de la race pure, quand même. Enfin, même si on pas en termes Oui, de oui, c'est race, mais en ça. termes d'espace. Et Mhm. que c'est Toby Nathan, en fait, qui a été le premier en France à contester ces mouvements, comment on doit accueillir les immigrés, comment on doit les écouter, comment Mhm. on doit les écouter même dans leur espace spécifique, culturel, donc accompagné d'un interprète ou autre, et qui est aussi contesté, hein, en fait, qui a été contesté par ces choix thérapeutiques hein, qu'il a fait. Enfin, c'est juste... Oui. Oui, tout à fait. En fait, il y a bon, c'est un long débat sur le père, en fait, sur la place de père aussi dans le monde. Un père qui n'est plus père, en fait, qui a perdu toute son autorité, qui est devenu un simple employeur, qui a perdu sa terre, qui a perdu toute sa position et qui était colonisé, qui était torturé et qui reste père juste pour ses enfants, mais qui symboliquement, il a perdu toute sa symbolique de père d'anciens. Et il y a le cas de Anis Amri qui a fait l'attentat de Sousse. En fait, dans les photos, quand je regardais ces photos de famille, son père, il a perdu sa main, en fait. Il n'a pas de main. Et quand j'ai demandé à ses membres de la famille, mais qu'est-ce qui se passe? Il a dit que son père était une mine s'est explosée dans son village. Il a marché sur une mine explosive quand il avait 10 ans, et c'est une mine explosive qui était mise par les Allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je vous entends pas. Hein. Oui. Donc, en fait, et c'est lui qui a fait l'attaque terroriste de Berlin. En fait, c'est un trauma transgénérationnel. Rationnel, C'est oui, très oui. intéressant le lien, en fait, et j'ai réussi Ah, à le tisser, le lien. Et moi, j'ai dit en rigolant, là, comme ça, il est parti chercher la main de son père parce que son père, il a beaucoup souffert donc pendant toute sa vie. Et son père était une personne castrée par les forces coloniales, en fait, aussi. Et c'est sa mère qui a géré toute la famille. Et après, sa mère, elle a rencontré un amant et elle a vendu toute la terre de son père. Elle s'est posée avec son amant. Et c'était le trauma de toute la famille parce que c'est une vieille femme qui a un enfant et Anis Amri, c'était le petit. Donc bon, il y a des détails que j'ai pas mis dans l'article ou dans le livre parce que c'est intime, ça touche à voilà, à l'intimité de la famille et tout, mais je le dis comme ça dans une rencontre comme ça scientifique. Donc bien sûr, la question du père castré, les gens ils cherchent à se réparer. Comment faire en fait pour sortir de cette position d'impuissance, donc symbolique. Giuseppe, Giuseppe voudrait. Merci beaucoup pour votre rapport. Ma ville d'origine est Reggio Calabria, est plus proche de Tunis et de Rome, au sud de l'Italie. J'ai une question. Aujourd'hui, pour les migrants, nous pouvons parler encore d'un rêve européen
ou bien la motivation principale est celle de sortir d'ici tant que. Euh, En- Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît, parce qu'il y avait un bruit qui... Aujourd'hui, pour les migrants, nous pouvons parler encore d'un rêve européen ou bien la motivation principale est celle de sortir d'ici tant que. Oui, donc ça, c'est une question très intéressante que j'ai pas pu l'élaborer tout à l'heure. Donc, en fait, vu qu'il y a beaucoup de restrictions de départ, un simple voyage, un professeur, un médecin qui veut voyager maintenant en Tunisie, on rêve d'avoir un rendez-vous pour déposer une demande de visa. En fait, les frontières, ils sont devenues très impénétrables, en fait. Ça veut dire que tu peux pas, même pour un voyage, même tes professeurs à l'université et tout, tu peux pas avoir le visa. Donc, qu'est-ce que s'est passé? Moi, ce que j'ai appelé un peu le désir d'Occident, c'est la haine de soi et de sa patrie. Donc, les gens, ils veulent plus rester dans le pays parce que dans ce pays, on est devenu immobile. Et moi, j'ai écrit un article sur le traumatisme de l'immobilité. Vous pouvez le trouver sur Google, sur le site de Rosa Luxembourg. Comment les familles que leurs visas étaient refusés, ils sont devenus traumatisés ils veulent partir, en fait. Et du coup, quand ton visa est refusé et quand tu arrives, quand un adolescent, il grandit en Tunisie, et il comprend rapidement qu'il n'a pas le droit de voyager. Je parle de voyage. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, moi, je veux plus rester dans ce pays. Et toute sa famille, elle va s'investir pour qu'il quitte. Et elle aussi, maintenant, on connaît des médecins qui partaient au Canada, qui partaient en Allemagne, qui prennent toute leur famille parce qu'un médecin tunisien, ça veut dire une classe moyenne ou bourgeoise. Donc, s'il ne peut pas être mobile, là, c'est un peu sociologie, philosophie. S'il n'est pas mobile, ça veut dire parce un bourgeois, il doit être un bourgeois européen. Donc, s'il perd sa mobilité, il perd sa position de classe. Donc, pour reprendre sa classe, il doit immigrer et devenir, parce que quand tu pars dans un pays occidental où tes enfants puissent avoir le passeport rouge, du coup, ils vont avoir leur mobilité. Donc, les gens quittent le pays, ils vendent leur terre, ils laissent tout et partent parce qu'il y a la question des papiers. Donc, pour moi, pour répondre à ta question, donc c'est pas le fantasme de l'Europe, c'est plus les gens, ils veulent plus rester ici parce que c'est devenu des prisons enfermées, même si les gens, ils connaissent que l'Europe, elle est devenue difficile, l'accès aux soins, la vie est chère. En fait, c'est pas vraiment le paradis, quoi. Et après, c'est l'exil. Tu vis loin de tes amis, de ta famille. Parce que comme c'est très difficile de partir, c'est aussi très difficile de revenir. Ceux qui partent, c'est pas facile de revenir, en fait. Parce que tu vas faire toutes les procédures d'installation, les papiers, tu dois avoir carte séjour d'un an, permesso un an, 2 ans, après 3 ans, après 4 ans, jusqu'à que tu puisses avoir les papiers et que tu te trouves déjà, tu as perdu tous tes liens dans le pays d'origine. Donc, quand tu rentres, tu te trouves absent dans ton pays aussi. Donc, voilà, peut-être pour clôturer cette question. Donc, les gens partent parce qu'ils sont bloqués ici. C'est pas parce qu'ils veulent là-bas. Et ça, c'est l'exemple de Daesh aussi. Ceux qui sont partis à Daesh que j'ai rencontrés, ils sont partis à Daesh parce que c'était la seule alternative à l'Europe à l'époque. Donc, voilà. Merci. Bien, merci Wael de tout ça. Écoute, nous sommes très sensibles à ton propos parce que euh, nous travaillons ici dans une clinique qui s'appelle, imagine-toi, Clinique Méditerranée. Et en fait, dans cette clinique Méditerranée, nous accueillons essentiellement des migrants, hein, même des migrants nord-africains, des migrants du Moyen-Orient, même des migrants français des fois. En tout cas, nous vivons intensivement la migration, aussi bien pour la mère que pour le père. C'est-à-dire, c'est pour ça que je t'ai posé la question de qu'est-ce qu'il en est du père, parce que c'est un problème qui nous préoccupe beaucoup. La question du père est importante au niveau psychique interne, si tu veux. Nos patients ne semblent pas avoir de sérieux problèmes de papier,
mais ils ont des problèmes d'abord psychologiques, des problèmes de d'abandon de leur culture. Ils hésitent beaucoup à abandonner. Acculturation. Mm. D'intégration, oui. Non, j'ai dit d'acculturation. Duration, oui. Accul- Acculturation, oui, c'est ça. Donc, on est constamment confronté à ce dont tu nous as parlé et je suis content d'avoir eu cet échange grâce à Albi, dont la situation est assez originale, hein, il est en Tunisie, mais il travaille quand même à la Il est clinique il est méditerranéenne. doublement présent. Il est doublement présent. Félicitations. C'est le bon terme. Euh, bon, écoutez, est-ce que les personnes qui sont là, Marianne, Anna Cecilia, Marie Salib, est-ce que vous avez des commentaires à faire, des questions à poser? Marie-Michel? Vous avez cité tout à l'heure le mensonge migratoire comme étant une référence dans l'analyse des problèmes. Est-ce que vous pourriez redonner l'auteur? Oui, c'est Abdelmalek Sayed. Abdelmalek? Abdelmalek, Abdelmalek Sayed, c'est un sociologue franco-algérien. Et le livre Double Absence, il était préfacé par Bourdieu. C'est un livre inédit. Donc, et vraiment, c'est une grande référence. Moi, heureusement que j'ai lu dès mon arrivée en France. Un ami m'a proposé de lire ça. Ok. Ça m'a gagné beaucoup de temps. Et la question de mensonge migratoire, parce que moi, j'ai travaillé en tant que psychothérapeute et psychologue pendant 3 ans en France, auprès des réfugiés, des immigrés et des Français aussi, de toutes catégories. Et le mensonge migratoire, c'est très important pour les psys qui travaillent avec des étrangers, parce que les gens qui sont là-bas, quand ils partent, ils vont se confronter à des difficultés, à des illusions migratoires, en fait. Ils pensent Canada, par exemple, waouh, Mhm. c'est parfait, c'est magnifique. Après, il va pas peut-être trouver ce qu'il a attendu. Donc, il va vivre un double fardeau. Le fardeau de la réalité qu'il n'a pas trouvé, mais le fardeau qu'il ne peut pas parler avec sa famille des difficultés qu'il est en train de vivre. Oui, Il y a un interdit, oui. Mhm. Oui, parce que c'est interdit, parce qu'il veut pas faire du mal, en fait, toucher sa famille ou la blesser, parce que eux, ils sont très contents parce qu'il est parti. Donc, du coup, il va refouler ça, et ça va, voilà, ça va le créer des problèmes, beaucoup de refoulés avec l'immigration, avec l'exil, etc. Donc, c'est important, moi, ce que j'ai fait à mes patients quand ils viennent, je les dis, est-ce que votre famille est au courant? oui, Et non. Mais je l'ai dit, bah, en fait, après des consultations, bien sûr, je le prépare, je l'ai dit, tu peux. C'est important de dire, hein, c'est la réalité. Si ça se passe pas bien, ça se passe pas bien. Donc, il faut partager. Et dans notre culture, ou partout, on a cette idée que Ahmel Jma' Arish, en fait, le fardeau de groupe, c'est des ailes, ça n'a pas de poids. Quand on partage le malheur entre tout le monde, chacun prend un peu. Et comme ça, toi, tu veux, parce que toi, si tu pars pour ta famille, donc tu dois être à l'aise, tu dois pas être déprimé. Du coup, tu dois travailler. Et pour travailler, tu dois donner un peu de tes problèmes à ta famille pour que tu puisses travailler pour gagner de l'argent et pour les envoyer de l'argent, par exemple. Tu vois, c'est un peu. Donc, c'est l'économie pulsionnelle ou inconsciente, en fait. Comment faire circuler les émotions, les problèmes et l'argent, comment, en fait, faire un échange. Donc, la question mensonge migratoire, elle est elle existe beaucoup parce que les gens, ils vont cacher. C'est un mécanisme de défense, après tout. Donc, et ceux qui ne savent pas la dynamique des pays d'origine, ils ne peuvent pas accéder aux mensonges migratoires. Donc, c'est important de réfléchir. Donc, toujours, votre famille, elle est au courant. Pourquoi tu dis pas? Bah, tu peux dire, c'est pas grave. Et après, il y a des gens qui ne peuvent pas dire parce que sa mère, elle va mourir là-bas si elle entend qu'il va pas bien, il est loin, elle peut pas prendre soin de lui ou d'elle, ou voilà, des choses comme ça. Voilà. Bah, merci pour votre attention et
Merci à toi. Ouais, vraiment, ça a été extrêmement instructif de t'entendre. Et puis, j'espère que ce n'est qu'un début et qu'on aura l'occasion d'échanger avec toi quand, quand Avec ce plaisir. sera possible. Euh, Avec plaisir. Peut-être avant que vous quittiez, je voudrais vous poser juste un peu cette question parce que vous avez ramené cette notion d'animé-inanimé. C'est comme ce Bien? rapport un J'ai pas peu entendu. l'animé versus ce qui est inanimé. Dans Mhm. ce rapport, au fond, vers immobilisme ou mouvement, mais on est dans ces rapports de vie et de mort, hein. Si je suis inanimé, je suis mort. Donc, je Mhm. me dois d'être animé, en fait, donc de me mobiliser. Et tant que Mhm. si je ne peux pas le faire dans un endroit, je suis condamné à l'errance. Il faut que j'aille ailleurs. Tu sais, là, donc je peux pas, je suis pas acceptée ici, je vais ailleurs. Bah, ailleurs, je suis pas acceptée, je vis ailleurs. Et donc, c'est comme si la contestation, ou peu importe le terrorisme, ou quel que soit le choix d'aboutissement, ben, il me garde animée, même si ultimement, c'est peut-être que je vais enfin Oui, mourir. oui, Enfin, tout à fait. Moi, c'est ce que je conclus un peu dans mon livre. C'est les haragas ou les terroristes, ils cherchent une vie exactement. ailleurs à travers ces actes, en fait, parce qu'ils ne trouvent pas de solution. Et la seule solution, par exemple, pour un terroriste, ça devient son corps. En fait, il va exploser les frontières qui traversent son corps. C'est ce que j'ai dit. Bon, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé de terrorisme, mais c'est parce que moi, du sujet de terrorisme, je suis un peu penché sur la question des frontières, et c'est la radicalisation des frontières qui crée des personnes radicalisées. En fait, c'est pas l'islam ou je sais pas quoi. ouais. Donc, voilà. Alors, Merci. écoutez, c'est la dernière séance, la dernière réunion de la YEMPR avant l'été. Donc, nous allons recommencer à nous réunir à partir du mois de septembre. Alors, tous les participants de la YEMPR, je vous souhaite un bel été. Et je suis très content que nos collègues d'Italie se sont joints à nous. Et puis, on a une collègue brésilienne aussi qui est avec nous aussi. Et en tout cas, nous sommes une belle, une belle tour de Babel qui parle la même langue encore. Oui. En fait, il y a la revue Autre, la revue française Autre, elle organise son séminaire cette année à Montréal. Si vous êtes intéressé, vraiment. Ah oui, ok, Moi, ils m'ont invité, mais je peux pas payer le billet, les procédures et tout, et je serai pas disponible. Donc, vraiment, il y a Élise Maître. Donc, je peux vous envoyer le lien si vous voulez. oui, Et pour moi, j'ai écrit beaucoup de choses sur ces sujets. Vous pouvez les trouver sur Internet ou vous m'écrivez, je vous envoie tous les articles que j'ai écrits par rapport à ces questions. Ah, D'accord? merci. alors merci beaucoup. Merci. Merci. Allez, au revoir Ah, tout le merci. monde et je vous souhaite un Au bel revoir et bonnes été. vacances. Bon été. Bon été. Bye. Au revoir, merci. Au revoir. Ciao Karim, Ciao. Ciao. à la prochaine fois. Oui, à la prochaine.